En virage cette semaine, on fait l'essai de la Lexus ES 300H. On parle carrosserie en compagnie de Jean-François Garguia de Car Expert. On parle NASCAR pour une des rares fois à l'émission avec Donald Teach et Alex Tagliani. Beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela en virage dans un instant. Alors, comme vous avez vu, on a beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. Et de fait même, je salue messieurs. Jacques, bienvenue. Et Marc Bouchard, comment ça va? Ça va très bien, toi. Oui, vous êtes en forme? Absolument. Bon, beaucoup de choses à jaser à l'émission aujourd'hui. Marc, tu es arrivé avec un Lexus ES 300, quoique c'est à peu près de ton âge, mais la couleur est quelconque. Parle-moi un peu de ce véhicule. Écoute, je suis d'accord avec toi que la couleur est quelconque. Hein? On va quand même le dire tout de suite. Tu n'es pas d'accord avec moi que c'est un véhicule de ton âge? Je ne commenterai qu'en présence de mon avocat. Mais non, effectivement. C'est la Lexus ES, on s'entend pour dire que déjà, comme véhicule, c'est pas le plus stimulant. C'est une Lexus qui est assez tranquille, qui est faite, qui est une grosse berline, extrêmement confortable, tout en douceur, évidemment. Et dans ce cas-ci, en plus, on a la version hybride, ce qui est encore plus en douceur s'il y a quelque chose. On parle quand même d'un moteur bien connu. C'est un 4 cylindres 2.5 à cycle Atkinson, donc une version de moteur qui est absolument pas tuable. Hein? On le sait, c'est le genre de véhicule qui va durer des années. 215 chevaux, pas extrêmement puissant compte tenu de la taille du véhicule, mais c'est largement suffisant pour les besoins. Et tu as raison, oui, malheureusement, c'est les gens de mon âge, parce que c'est vraiment un véhicule qui est fait pour les gens qui sont plus à la recherche de confort, de tranquillité de conduite et d'éléments quand même intéressants parce que, bon, tu as de l'espace à l'intérieur, tu as un coffre qui est assez spacieux, tu as un système à l'intérieur, autant au niveau là, de l'infodivertissement que de l'affichage, qui est assez ergonomique, qui est facile à utiliser. Des petits défauts, mais on y reviendra, mais dans l'ensemble, c'est intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est que Lexus nous annonce 5,2 et 5,5 litres au 100 de consommation. Je l'avoue, j'ai fait de l'autoroute à vitesse tolérée, hein, je précise toujours ça, et j'ai fait à peu près 6,3, 6,4 litres au 100 sans faire aucun effort de conservation d'énergie. Donc, pour un véhicule de cette taille-là, moi, ça, c'est la partie qui m'a impressionné le plus. Il faut faire attention aussi, on a une version qui est quand même assez équipée ici là, en studio. On a la version Ultra Luxe. Elle vaut à peu près 68 000 équipée comme celle qu'on a là, mais on peut avoir une Lexus ES hybride pour beaucoup moins cher. J'aimerais préciser que tu as roulé à vitesse tolérée, mais mettons à vitesse légale, est-ce que là, tu serais à peu près dans le 5 litres ou dans ce que Lexus laisse entendre? Bien, en ville, oui. En ville, en fait, j'ai fait 5,1. C'est pour ça que j'ai dit à vitesse tolérée, parce qu'effectivement, j'étais à 118. On ne se cachera pas, là, comme tout le monde. Tu mets sur le cruise control, tu te laisses aller. Mais oui, effectivement, c'est sans difficulté. Et je répète, je n'ai fait aucun effort. C'est-à-dire que quand j'avais à dépasser, j'accélérais avec vivacité, je freinais assez fort, justement pour tester aussi la conduite. Et honnêtement, c'est impressionnant parce que à 6 points quelques, c'est vraiment, vraiment extrêmement bas pour un véhicule de cette taille-là. Quel beau véhicule que cette voiture-là, presque parfaite dans mon livre à moi. Jacques, t'en penses quoi? Bien, moi, j'en pense que, premièrement, je trouve que Lexus ont développé une superbe voiture au niveau rendement et au niveau... Je pense que les gens qui achètent ça, les gens qui sont encore dans le beat d'acheter un automobile au lieu d'acheter un fameux SUV, ils ont du plaisir avec un véhicule comme ça. Je pense que les gens auraient avantage souvent à revenir en arrière et se rappeler comment c'était confortable, ces véhicules-là, et aussi comment c'était logeable. Et la voiture qu'on a ici, vous autres, vous posez des questions sur la couleur. Je trouve que celle qu'on a ici, c'est peut-être pas la plus excitante, mais je pense que c'est la plus jolie. Je n'irais pas dans ce modèle de voiture-là, exemple, dans une noire ou dans une blanche, ou dans une beige, ou dans une grise. Mais cette couleur-là fait que ça la rend vraiment intéressante. Alors, c'est pas un véhicule à haut volume. Tu sais, on sait qu'il s'en est vendu, autour de 170, 175 l'année dernière au Québec. Il s'en est vendu 1400 au travers le Canada. C'est vraiment pas...
D'après moi, ça Pour la qualité de véhicule, c'est le ça. rendement de la voiture, la fiabilité irréprochable, peut-être une des meilleures voitures sur la route aujourd'hui, économique, valeur de revente, tout est là sur cette voiture-là. On devrait en vendre plus. La facilité d'entretien, tout ça. Alors, tu sais, aujourd'hui, on nous parle d'électricité. C'est pas facile, c'est pas aussi facile à entretenir qu'étaient ces véhicules-là. On est en fin de carrière, si on veut, avec les véhicules à essence. Mais il faut dire que les véhicules électriques, là, les gens commencent à réaliser que c'est pas juste, on achète un véhicule électrique, on le branche, on se promène. Là, il y a de l'entretien qui commence à rentrer, il y a des pneus à rentrer qui commencent à être dispendieux parce qu'ils sont plus dispendieux que ce qu'on pensait. Et ils arrivent plus rapidement, on change les pneus plus rapidement. Aussi, au niveau des freins, etc. Il y a toutes sortes de choses qui, maintenant, on commence à voir qui se passent entre un véhicule électrique et un véhicule à essence conventionnelle. Moi, Marc parlait tout à l'heure au niveau de la puissance. Si on peut acheter un véhicule semblable avec un moteur 2,5 litres qui fait quoi, 176 chevaux. Alors, quand il est hybride, alors, il y a le moteur à essence de conventionnel, il y a le modèle hybride et il y a le modèle avec le fameux V6 3,5 litres qui est reconnu et qui dure à plus finir. Et ça existe aussi, Marc, tu me corrigeais, en système traction intégrale, c'est-à-dire quatre roues motrices. Le système qu'ils ont, eux autres, n'est peut-être pas le plus efficace parce que c'est un système, on appelle ça réactif. Alors, réactif, ça veut dire il réagit un peu une fraction de seconde après que les roues ont commencé à vouloir patiner. Et parfois, ça, c'est dérangeant. Mais pour la majorité des gens qui achètent ce véhicule-là, avec un système réactif, ils vont aller quand même tout partout. Et mettons que c'est des gens de mon âge qui achètent ça. Là. Quand il tombe de la neige, comme il a tombé derrière moi, on va rester chez nous, on le sortira un peu plus tard. Alors, une superbe de voiture, Il faut parler, moi, je pense, de l'intérieur. J'en ai parlé brièvement tantôt, le tableau de bord, la façon dont c'est fait. C'est facile, c'est ergonomique. Le nouvel, c'est ce qui s'appelle le Lexus Interface, le nouveau système d'infodivertissement. Mon fils de 25 ans, qui est super exigeant, me disait qu'il était pour embrasser dans le front l'inventeur de ce système-là, tellement il est facile à utiliser, tellement il est compatible avec n'importe quoi. Le seul petit défaut, en fait, et c'est vraiment bebête, c'est qu'on a une plaque pour la recharge par induction, mais elle n'est pas délimitée. Alors, tu mets ton téléphone dessus, si tu tournes un peu, le téléphone se déplace et là, cesse de charger. Donc, mais c'est vraiment un détail. Le reste, l'affichage est clair. C'est facile d'aller le personnaliser, d'aller chercher les informations qu'on veut. Et, je le répète, l'interface d'infodivertissement, facile. Et dans notre cas, on a en plus le système Mark Levinson à 17 haut-parleurs. Je peux vous dire que même moi, je ne m'écoute pas chanter quand je suis là-dedans. C'est vraiment exceptionnel. Et bon, bien insonorisé en plus. Donc, on est vraiment dans un véhicule, tu l'as mentionné, qui a beaucoup de qualité et qui mériterait une plus grande attention. Son plus grand défaut étant le fait que, mettons que tu n'as pas beaucoup de frissons à son volant quand tu le conduis, mais pour le reste, ça va vraiment très bien. Mais c'est pas tout le monde qui cherche une voiture sportive. Non, tu veux une voiture douce, tu veux une voiture de promenade, tu fais de la route ou tu fais des déplacements à tous les jours. Je pense que cette voiture-là est parfaite. L'aménagement intérieur, c'est sans reproche. Bloc instrument, on pourrait moderniser encore un petit peu plus avec des écrans digitales et tout, mais ça reste quand même bien fait, bien dessiné, facile à consulter. On a gardé des boutons physiques. Tout est là dans ce qu'on veut avoir dans une voiture. Et il ne faut pas négliger l'espace de la valise. Oui, on veut des sports utilitaires. J'ai rien contre ça, puis c'est parfait, on se sent en sécurité, on est plus haut, je comprends tout ça. Puis on a l'impression qu'on a plus d'espace. Tu regardes la dimension de la valise de ce véhicule-là, il y a plus d'espace que dans un sport utilitaire. Si tu veux rentrer toutes les mêmes choses pour remplir le sport utilitaire que pour remplir la valise, tu dépasses la lunette, donc tu ne vois plus rien dans ton rétroviseur. Alors, c'est pas à négliger aussi, il y a de l'espace dans les berlines. Bien, de l'espace aussi pour les passagers arrière. Hein? Beaucoup de dégagement à l'arrière. Et parce que, bon, évidemment, tu es une vedette. Quand tu vas t'asseoir derrière, tu vas même pouvoir monter les petits stars de chaque côté, des stars intimité qui sont à l'intérieur. Précisons au niveau du dynamisme, cependant, qu'il existe aussi des versions F-Sport de ce véhicule-là. Même motorisation, là, on s'entend, il n'y a pas de changement au niveau de la motorisation, mais des amortisseurs différents, des roues 19 pouces au lieu de 18, donc certains éléments qui sont peut-être justement un peu plus dynamiques. Et tu as des modes de conduite, on n'en a pas parlé, normal, sport et sport plus dans le cas du F-Sport.
Écoutez, ce n'est pas des grands changements, ce pas des changements radicaux. Bémol, encore une fois, sur l'emplacement de l'espèce de molette pour les changer qui est derrière le volant en haut de la planche de bord. Peut-être un peu moins efficace, mais écoutez, honnêtement, je ne connais pas grand monde qui vont vraiment utiliser le mode sport sur une Lexus ES. Là. Je ne pense pas que ce soit la clientèle. C'est pas l'objectif, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est l'efficacité générale de cette voiture-là qui en fait une des meilleures de l'industrie parce que, justement, elle n'est pas en tendance sportive. On a une Honda Accord qui est superbe, mais Honda l'a tourné vraiment vers le sport avec des pneus profil très, très bas, un véhicule qui cogne plus qu'avant, alors que chez Lexus, on a gardé la voiture douce et confortable. Oui, absolument, parce que Honda ont fait cette erreur-là de mettre des pneus ultra minces, que si quelqu'un jette sa gomme devant toi, tu sens que tu as passé sur le paquet au complet, alors que Lexus, eux, ont un véhicule d'une grande, grande douceur et c'est un 4 places. C'est plus confortable la façon dont les sièges sont montés, etc. Pour 4 personnes, c'est le grand confort. Moi, j'ai rien à reprocher vraiment à cette voiture-là. C'est une voiture pour du long terme. Tu achètes ça, puis arrête de penser à changer de voiture demain matin. Ouais. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Alors, on s'arrête à Virage et au retour. M. Jean-François Garguia de Car Expert sera avec nous. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de M. Jean-François Garguia, qui est directeur de Car Expert pour la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Bienvenue à Virage. Merci de m'inviter encore une fois. Ça va bien? Bien, on a des sujets d'actualité à discuter ensemble parce que le monde de la carrosserie là, sont vraiment éprouvés par les temps qui courent, manque de pièces en général, mais surtout, c'est l'électrification et la montée des véhicules électriques. Bon, évidemment, malheureusement, il arrive quelques incidents avec ces véhicules électriques, comme tous les autres véhicules. Et là, ça vous incite à repenser votre façon de faire un peu chez Car Expert. Oui, écoute, c'est un marché en évolution. On s'est rencontré il y a peut-être 3-4 ans où on avait un plan d'affaires qui a été exécuté au niveau de la certification des véhicules à gaz. Là, on travaille beaucoup sur la certification des véhicules électriques. Pourquoi? Bien, il y a 3 ans, j'avais peut-être 250 unités à travers la province du Québec qui devaient être réparées pour des véhicules électriques. Là, aujourd'hui, on est rendu à 3000, 3500 unités par année. Oh, ça change la donne. Exact. Donc, il y a vraiment un ajustement à être apporté sur la façon de réparer le véhicule, la patience des propriétaires d'ateliers et des départements de pièces, mais aussi de l'assurer. On l'oublie souvent dans cette situation-là. Malheureusement, ils se retrouvent avec des temps de réparation beaucoup plus longs dus au manque de pièces. Oui, ça, c'est un problème, puis vous n'y pouvez rien, là, quelque part. On peut rien. On faut se fier à l'industrie automobile et aux fabricants de cette voiture-là. Est-ce que le manque de pièces est généralisé dans l'auto électrique ou c'est selon certains fabricants? C'est selon certains fabricants, mais c'est quand même des délais beaucoup plus longs qu'à l'habitude dans les véhicules à gaz. J'ai vu des délais jusqu'à 6 mois, pauvres propriétaires qui se retrouvent avec rien à rouler pendant 6 mois. Mais il y a aussi le propriétaire d'atelier qui a un véhicule de remplacement. On facilite avec les compagnies d'assurance conjointement avec eux pour bien aider l'assuré, mais c'est des longs délais, des très, très longs délais. Bon, lorsqu'on parle des réparations de voitures électriques maintenant, on parle de certification. Ça veut dire que pour le technicien qui travaille sur le véhicule, la façon de faire n'est pas la même du tout. Santé, on va parler santé-sécurité. Bon, on parle de véhicules strictement électriques. On ne parlera pas d'hybrides rechargeables. Je vais juste vous parler de l'électrification. Bien, il faut isoler la batterie. Il faut penser que le poids du véhicule est beaucoup plus important qu'un véhicule traditionnel. Donc, il faut faire attention. Le système de soulèvement est différent. Exactement. Tu amènes un bon point. Le système de soulèvement n'a pas les mêmes capacités de charge. Donc, il faut que les propriétaires soient prévoyants dans la planification de tout, où ils vont placer leur véhicule dans leur atelier de carrosserie. Il y a vraiment une logistique nouvelle à apporter. La pénurie de pièces fait que longtemps, le véhicule peut être pris sur ce lift-là. Prendre la batterie, la mettre dans un espace isolé pour justement protéger les risques de
d'incendie ou d'électrification, D'électrocution. d'électrocution, oui, exactement, au niveau du travailleur. Donc, c'est tous des nouveaux aspects qu'on doit penser, qu'on doit retrouver, on doit revoir au niveau de nos façons de faire. Moins de mécanique au niveau de l'entretien, mais beaucoup de reprogrammation et de calibration. Donc, c'est vraiment, on Oui, parce change qu'elles sont l'industrie. technologiques, les voitures électriques. Parce qu'on oublie, oui, il y a une batterie, mais ça vient avec plus de capteurs, des caméras, etc. Et tout ça demande une expertise différente. Absolument. Donc, on doit revoir vraiment le rôle des techniciens. Là, on parlait anciennement de techniciens en structure, mais là, on va parler de techniciens en haute technologie. Donc, l'évolution est vraiment rendue là. Et en haute tension, parce que les batteries, évidemment, lors d'un impact, si la structure est affectée, on doit remplacer les batteries, ce qui demande une formation particulière en haut voltage. Oui, absolument. Puis là, j'ai entendu parler d'un cours, justement, qui va nous permettre d'ouvrir ces batteries-là, de faire la réparation à l'interne. Je commence à investiguer ça un petit peu plus avec mon réseau pour avoir peut-être des techniciens spécialisés à réouvrir ces batteries-là, travailler, parce qu'on veut aussi réduire l'empreinte écologique de ces batteries-là. Fait que si on est capable de les réparer lors d'une collision, bien, écoute, on va le faire. On va essayer de tout faire pour maximiser la reprise de ces véhicules-là et les garder longtemps sur les routes. Oui, pour moins les envoyer au rencard, parce que, évidemment, une voiture électrique, présentement, sont souvent rendues irréparables. Peut-être à un niveau où un impact avec une voiture régulière ne le serait pas. Oui et non. OK? Le ratio de perte totale canadien, on se situe à peu près sur les véhicules à essence, à 8,5 de la flotte qui est accidentée. Comparativement, actuellement, les véhicules électriques sont à 7 Donc, oui, ça paraît plus gros parce qu'il y a moins d'unités. Dans le volume, ça s'éparpille un peu. Mais définitivement, étant donné que la valeur du véhicule est très élevée, les prix des primes se sont ajustés chez les assureurs, il y a un plus grand jeu au niveau de la réparation, ce qui est profitable pour les ateliers de carrosserie aussi, associés aux concessionnaires automobiles pour effectuer les réparations de ces véhicules-là. Jean-François Garguia, directeur de Car Expert, est-ce que ça veut dire que le réseau Car Expert est en bouleversement? Est-ce que vous cherchez d'autres ateliers? Est-ce que vous changez des ateliers? Parce qu'avec cette haute technologie, vous devez être minutieux dans le choix de vos ateliers. Absolument. On devient de plus en plus strict sur l'apport de nos ateliers de carrosserie. On demande qu'ils soient certifiés d'ici 2028. On veut qu'ils aient obtenu ces certifications-là, pas juste pour protéger le consommateur, mais aussi pour protéger leurs travailleurs. C'est important dans cet écosystème-là de s'assurer, parce qu'on a aussi, nous aussi, on vit une pénurie de main-d'œuvre, s'assurer qu'on garde nos travailleurs. Oui, on continue notre développement pan-canadien de la marque Car Expert. Nous avons la province du Manitoba et de la Saskatchewan qui se sont joints, comme au Québec, avec l'Association provinciale de développer Car Expert à travers leur province, parce qu'ils ont décidé et ils voient le potentiel du modèle d'affaires que nous avons établi au Québec. On en est très, très fiers, parce que définitivement, oui, on avance dans cette belle lignée d'ateliers certifiés à travers le Canada. Dans quelques années, évidemment, la voiture électrique va prendre encore davantage de place. Ça veut dire justement que vos ateliers vont devoir presque entièrement se tourner vers l'électrification. Oui, le projet du gouvernement, c'est 2035. Bon, on sait qu'une flotte habituellement a une douzaine d'années d'âge, donc 20-35 plus 12, ça nous amène en 20-47. Je vais être malheureusement à ma retraite, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir travailler cette transition-là. Moi, un véhicule sur 5 à travers le monde actuellement sont électriques, vendus. Donc, il faut vraiment traverser cette nouvelle synergie-là. Moi, je prévois que d'ici 2030, probablement qu'on va avoir 50 des véhicules en atelier de carrosserie électrique hybride et des véhicules à combustion interne à l'essence. Donc, ça demande un grand bouleversement, peut-être pour la première fois de l'histoire en carrosserie qu'on vit un tel bouleversement. Oui, absolument. Puis c'est des beaux challenges pour l'industrie. Puis je pense que les gars et les femmes de notre industrie sont vraiment prêts à relever ce défi-là. Jean-François Garguia, merci beaucoup d'être passé à Virage. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, absolument. M. Garguia, qui est directeur, évidemment, de Car Expert. On s'arrête à Virage au retour. On parle des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Restez avec nous.
Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs grosses nouvelles cette semaine à traiter. On commence avec quoi? Bien, l'incontournable, hein? La fin des subventions aux voitures électriques au Québec, tel qu'annoncé dans le budget Girard. En fait, la fin. La diminution pour le moment, on va être un peu plus optimiste, là. À partir de 2027, bien sûr, il n'y aura plus d'argent. Ça va progressivement descendre jusque-là, passant de 7 000, 4 000, 2 000 et ainsi de suite. C'est ce qu'on s'attendait depuis fort longtemps. Exactement. Mais la façon de faire n'est pas drastique. Donc ça, c'est quand même bien que ce soit progressif. Oui, puis les hybrides, rappelons-le, les hybrides rechargeables sont encore admissibles aussi à 5 000, 2 000 et 1 000 Donc là aussi, c'est progressif dans la descente. Il faut cependant voir ce que ça va donner dans la réalité parce qu'il faut se rappeler qu'à compter du 1er avril 2025, en théorie, il n'y a plus d'aide financière fédérale. Peut-être avant si les fonds sont écoulés auparavant, mais donc, ça veut dire littéralement, il vous reste une année pour profiter complètement pleinement des rabais. Des 12 000 possibles. Actuellement, ça va quand même relativement bien au niveau des ventes de véhicules électriques. On le sait, on parle d'à peu près un véhicule sur 5 au Québec qui a été vendu qui était électrique. Au Canada, c'est 1 sur 10 quand même. Et si la chute a été très radicale en Ontario, rappelle-toi, quand on a abandonné les tarifs, bien aujourd'hui, on est quand même rendu 2e ou 3e maximum en Ontario au niveau du marché des voitures électriques. Donc, il y a quand même un relent là, de ce côté-là aussi, même si l'aide financière est moins importante. C'est un choc, mais le marché va se stabiliser. Oui. Et que le gouvernement laisse place au libre marché, c'est une bonne chose. Que le gouvernement et les différents gouvernements, parce qu'il n'y a pas juste celui de la CAQ, il y avait celui précédemment également, qu'on essaie de se faire du capital politique en ayant l'air plus vert que vert et en subventionnant un marché où on n'a pas techniquement d'affaires à se mettre le nez dedans, bien là, on va voir quel est le réel marché et, évidemment, l'industrie va s'ajuster. On va aux États-Unis où il n'y a pas d'aide financière dans certains États et on voit que les prix des véhicules électriques diminuent. Oui, mais attention, ça, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement le cas parce que... Non, mais le marché va se stabiliser. Ils n'ont pas le choix, mais actuellement, ils sont en perte. Chaque fois qu'ils vendent un véhicule électrique, ils perdent de l'argent. La raison pour laquelle ils baissent les prix, c'est simplement qu'ils ont anticipé trop de ventes et ils ont une surproduction prévue. Et la demande est plus basse que prévu. Exactement. Ça, je comprends ce que le marché est en train de vivre, mais c'est justement, le marché va se stabiliser. Les gens qui veulent une voiture électrique vont acheter encore une voiture électrique. Les gens qui n'ont pas besoin de voiture électrique, qui n'en veulent pas, vont acheter des voitures autres. Alors, on va voir quel est le marché réel, mais un gouvernement n'a pas à subventionner artificiellement un marché, de créer un marché. D'accord. L'industrie automobile s'en va vers l'électrification. Est-ce que les rabais faisaient en sorte que l'industrie gardait leur prix artificiellement élevé? On le pense. Oui. Alors, on va voir au cours des prochaines années comment ça va se stabiliser. C'est ça, on verra effectivement. Une mesure, cependant, dont on a moins parlé dans le budget, mais qui ne sera pas moins importante, c'est au niveau des voitures d'occasion. On connaît tous des gens qui ont acheté des voitures qui avaient plus de 10 ans et quand ils sont allés à la Société d'assurance automobile, ils ont dit qu'ils avaient payé 1 $ parce qu'après 10 ans, la SAQ n'avait plus de listing de ces prix-là. Donc, on estimait qu'on laissait aux consommateurs le... Évidemment, ce que ça faisait, c'est qu'on ne payait pas de taxes. Sur une pièce, ça ne valait pas la peine. Le gouvernement a décidé de prolonger ce délai-là, cette liste-là, jusqu'à 14 ans. Ce qui est une maudite bonne chose. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Parce que le gouvernement perd de l'argent d'une façon épouvantable. Un RAV4 2013 va acheter ça demain matin. Ah ben non. Ça vaut une fortune encore. Effectivement. Et on pourrait déclarer à 1 $. Ouais. Donc, il y a des choses... Va t'acheter une Mercedes Classe S 2013. Ah non. Tu vas payer le véhicule si elle a un bon kilomètre. Donc, il y a encore des véhicules qui ont énormément de valeur. Dans 2 ans, un F-150 2015, tu pourrais le vendre à 1 $ alors qu'il est en aluminium, qui va être super beau puis ça va valoir de l'argent. Je suis d'accord. On parle de... On espère être en mesure de récupérer 660 millions de dollars sur 5 ans avec ça. Juste à titre d'information, en 2022, 130 000 véhicules ont été échangés pour 1 $. Ben oui. Fait qu'imagine les sommes perdues. Mais au niveau consommateur, c'est sûr que moi, si j'achète un véhicule de plus de 10 ans, ça me fâche. Ben oui. Puis ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais je comprends aussi le gouvernement de changer un peu la loi parce que les véhicules sont de plus en plus durables. Exactement. Écoute, on a en studio une Lexus. C'est intéressant parce que l'IIHS vient de faire une évaluation des systèmes d'aide à la conduite.
Et tout le monde nous a parlé depuis longtemps de Mercedes ou de Tesla. Ben, Tesla, qui est le meilleur au monde. L'autopilote. Ben non, imagine-toi donc. C'est le Lexus qui est le meilleur au monde actuellement. Selon l'IHS, assez c'est le étonnant, Lexus. Tesla tombe dans la catégorie médiocre. Médiocre. Ah, mais Ouais. c'est l'efficacité du système. C'est ça. Parce que le système est plus avancé, mais moins efficace. Exactement. OK. L'IHS en a testé 14, en fait. Le Super Cruise, le Blue Cruise de Ford. On est allé Genesis, BMW. On a fait le tour. On en a testé 14. La vraie conclusion, et ça, c'est ce qui m'a troublé le plus, c'est qu'il n'y a pas de statistiques capables de prouver que ça améliorait la sécurité réelle sur les routes. Hop. Ça veut dire que les systèmes actuels ne sont pas assez performants pour dire qu'ils jouent effectivement un rôle dans la sécurité. Je comprends, mais on ne cumule pas les incidents. Donc, quand les systèmes entrent en fonction et Attention, on est capable de le voir avec tout ce qui est boîte noire. Et c'est là-dessus qu'on est allé faire des vérifications. Le nombre de fois où le système est intervenu. donc, c'est les conducteurs qui sont trop bons, Marc. Bien, exactement. En fait, On n'a ce qu'ils pas disent- besoin de système Ce qu'ils disent, c'est pour qu'effectivement, nous aider. On est trop bons conducteurs. le problème, c'est que les systèmes sont trop mauvais. C'est pas que les conducteurs sont trop bons. C'est que les systèmes sont trop mauvais et qu'effectivement, actuellement, il n'y en a pas un qui répond vraiment à la norme. Le meilleur, c'est Lexus, mais il a obtenu la note acceptable. On n'est pas dans le grand succès, là. Du côté des voitures, on a parlé un peu plus tôt, pas un peu plus tôt, mais un peu plus tôt cette saison, du Kia EV9. Bien, il vient de remporter le titre du Women's Car of the Year Woman's Car of the Year. au monde. OK? C'est, Donc, c'est la meilleure voiture. Pour les femmes? La seule différence, en fait, c'est que c'est un jury entièrement composé de femmes. OK. Il y a des journalistes canadiennes là-dedans, des américaines, mais il y en a de tous les pays du monde. Et c'est donc la EV9 qui a remporté le titre, toutes catégories confondues, comme étant le meilleur véhicule. Dans les autres catégories, quand même, c'est intéressant. La EX30 de Volvo, le petit électrique qui va arriver bientôt, la meilleure voiture familiale. La BMW Série 5, c'est la meilleure berline. Le Volkswagen Amarok, qu'on n'a pas ici, c'est le meilleur camion pick-up au monde. Ça m'a un peu étonné, je dois le dire. Mais bon, l'Aston Martin DB12, qui est la meilleure exotique, mais je pense pas qu'on en ait acheté, personne. Et le EV9, qui était le meilleur VUS, qui remporte donc le titre, toute catégorie. Ah bon. Dans la série des changements un peu importants, Jaguar a décidé qu'ils abandonnaient la production de véhicules à essence. Tu le savais déjà pour 2025. Bien, ça va plus loin que ça, Marc. Mais là, ils arrêtent la production tout court. C'est ça, ils ne produisent plus de véhicules. Là. Plus rien. À partir du mois de juin, il n'y aura plus de véhicules Jaguar qui vont être produits. Si j'étais concessionnaire, peut-être que je friserais un petit peu. Et deuxièmement, il faut faire J'ose attention. croire qu'on les a rassurés en disant non, on transforme une usine pour arriver avec d'autres choses. Là. Je Oui, peux pas parce croire. qu'en fait, rappelle-toi que depuis longtemps, Jaguar dit qu'à partir de 2025, tous les modèles vont être électriques et que, donc, on s'en va vers ça. Et bon, c'est ça qu'on veut faire. D'ailleurs, la F-Type, rappelle-toi, on savait déjà que c'était terminé, là, le V8, c'était fini. Bon. Sauf que là, les rumeurs, c'est qu'actuellement, comme tu le sais, c'est Tata Motors qui possède JLR, Jaguar Land Rover, et les deux compagnies travaillent de concert. Mais là, il semble que Tata serait intéressé à diviser les deux et à céder Jaguar à une firme chinoise qui serait intéressée. Oh. Alors là, ça pourrait vouloir Donc, dire on sera en des restructuration. complète. Et pas seulement au niveau de la production, mais au niveau de l'administration, de la gestion et des nouveaux produits. Évidemment, Bonne chance à cette compagnie chinoise. J'espère qu'elle a les poches profondes parce que le travail avec Jaguar est à refaire de la feuille blanche. Ah oui, Là, absolument. on repart d'une feuille blanche. Alors, probablement que la compagnie qui va racheter Jaguar, ce serait au début les premières voitures des transformations de voitures actuelles Probablement. qu'on nommerait Jaguar parce que je ne vois pas, présentement, il n'y a plus rien de disponible. Puis on sait que les plateformes étaient empruntées, les motorisations étaient empruntées. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette division. Je suis d'accord, mais on verra peut-être que ça deviendra plus exotique. Parlant de voitures qui font des changements, c'est Alfa Romeo, le prochain, qui a annoncé qu'il passait à l'électrique. Et attention, on parle sérieusement et rapidement, puisque la prochaine Stelvio et la prochaine Giulia pourraient être 100 électriques, sans version à essence. Donc, on parle de modèles qui seraient pour deuxième moitié de 2025, donc des modèles 100 électriques, assez spectaculaires, il faut le dire. Ce sont déjà des modèles qui sont... Et il y aurait même une quadrifolio de plus de 1000 chevaux
100 électrique. On verra ce que ça va donner, mais... J'ai hâte de voir parce que là, on a travaillé sur une plateforme qu'on semble envoyer à toutes les divisions Stellantis. La STLA. Elle a besoin d'être vraiment à la fine pointe de la technologie et performante, cette nouvelle plateforme-là. À tout le moins, on semble le croire du côté de chez Stellantis parce qu'on veut vraiment multiplier les véhicules. Puis je suis étonné de voir que c'est Alfa Romeo qui vont être les premiers à pouvoir commercialiser cette nouvelle plateforme-là, alors que je pensais vraiment que ça allait être le Chrysler Airflow qui allait arriver en premier. Mais là, il est rendu à 2028. Mais on ne cesse de le reporter, celui-là. Exactement. Alors, je Et sais là, pas... on sait qu'Alfa Romeo va avoir cette plateforme-là. On sait que c'est des véhicules plus dispendieux. Probablement qu'on veut la rentabiliser davantage. Probablement. Et rapidement, en terminant, parlant de plateforme de performance, nouvelle Porsche Taycan. Petit détail avec une version particulière dont le nom, c'est Westschak, qui est un nom allemand, 1092 chevaux, 0-100, 2,3 secondes. On a parlé qu'on augmentait les performances de la Taycan. Je n'ai pas rien vu aux côtés de l'autonomie. Non, effectivement. L'autonomie n'a pas changé. En tout cas, semble-t-il, n'aurait pas changé, mais 1092, c'est la voiture la plus rapide sur le Nürburgring, électrique ou pas. Je surveille Porsche parce que d'après moi, ça va être les premiers à nous lancer une autonomie élevée au niveau du véhicule électrique. L'annonce devrait être faite dans les prochains véhicules qu'on va présenter. Je pensais que la Taycan allait bénéficier de... Je te trouve très optimiste. Parce que la critique majeure, c'est pas le véhicule. La Taycan, tout est parfait. On veut de l'autonomie. Oui, je suis d'accord, mais je te trouve très optimiste. Merci, Marc. Faiblesse. C'est dans ma nature. Voyons là. Nature optimiste. Alors, voilà pour le bloc nouvelle. Restez là, on vous revient. Ce segment d'émission vous a été présenté par les Centres d'inspection technique CAA Québec. Nous sommes de retour à Virage et j'ai la chance d'avoir avec moi Alex Tagliani, Donald Teach. Bienvenue à Virage, messieurs. Merci. Merci. Alors, Donald, tu nous as annoncé au Salon de l'Auto, parce que nous sommes dans le cadre du Salon de l'Auto de Québec, que vous alliez avoir une alliance avec Alex Tagliani. Et là, tout le monde a été un peu pris par surprise. Qu'est-ce qui se passe? Alors, explique-nous un peu, c'est quoi cette alliance entre vous deux? Bien, écoute, première des choses, l'équipe de course 80, Teach 80, a eu lieu, ça fait 2 ans, c'est notre 3e année. On a décidé de faire une équipe ici au Québec, mais simplement pour faire les circuits ovales. Et je parlais avec Alex en fin d'année 2023 de différents projets, puis on s'est parlé parce qu'Alex voulait continuer à compétitionner, puis moi, je voulais qu'il vienne compétitionner avec moi. Fait que j'avais une opportunité à ce moment-là d'aller chercher Alex Tagliani pour faire les circuits routiers dans le championnat NASCAR canadien. Nous, on fait toutes les ovales. Fait qu'on voulait s'impliquer, notre équipe de course 80, à 100 % dans la série. Okay. Fait qui de mieux d'aller chercher Alex Tagliani avec nous autres? Pour nous autres, comme je disais tantôt, c'est quasiment Walt Disney. Fait que, tu sais, on a un gars qui est capable de compétitionner à toutes les courses, être sur le podium, quelqu'un qui est capable de parler au public, quelqu'un chercher des bons commanditaires de son côté, bien nous représenter. Fait que ça faisait, je pense, quelque chose de bien. Puis, écoute, il fallait l'annoncer à un moment donné. Fait que je parlais à Alex il y a 1 mois et demi. Alex, qu'est-ce que tu penses qu'on irait au Salon de l'Auto? Pas au Salon de l'Autosport, Salon de l'Auto, des manufacturiers, 60, 65 000 personnes, quasiment 70 000 personnes d'assistance. Ça ferait un beau coverage pour nos commanditaires, pour nous, pour le lancement de ça. Fait qu'Alex, il dit oui, ça sera une bonne idée. Écoute, on a mis ça en marche. On s'est viré de bord assez rapidement. Puis on est là aujourd'hui, fait une conférence de presse qui, honnêtement, m'a surpris beaucoup. Énormément de monde. Des gens réellement intéressés à nous. C'est sûr que quand tu amènes Alex Tagliani quelque part, ça fait toujours une différence. Mais honnêtement, je suis réellement surpris de ça, puis on est réellement content de ce qu'on a eu comme accueil aujourd'hui, puis tous les gens qui sont déplacés pour nous autres. Alex, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette opportunité? Bien, premièrement, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans le point de presse, ma carrière a pris un tournant où est-ce que, je ne sais pas pourquoi, ça a pris autant de temps que ça de faire équipe avec une équipe québécoise. Moi, je suis vraiment excité, surtout quand tu peux amener ton expertise puis essayer de contribuer à faire en sorte qu'on peut peut-être penser à travailler pour gagner le championnat des propriétaires.
Donc, tu sais, quand tu es utilisé pour donner un peu du tien dans ça, c'est super le fun. Je connais bien l'équipe, je connais bien Donald. Donald est super compétitif sur les ovales. Donc, tu sais, quand tu vas compétitionner sur les ovales, tu sais que tu as un auto qui peut rouler en avant. Quand tu vas compétitionner sur les routiers, on peut rouler en avant. Donc, on jumelle ça ensemble, puis on va essayer de frapper à la porte pour avoir une grosse année en 2024. Parce que vous autres, là, c'est le championnat que vous visez, là, rien d'autre. Là. Je vous vois toutes les deux, là, vous êtes deux compétitifs, vous l'avez toujours été. Fait que c'est de joindre vos forces pour amener cette équipe-là numéro 1. Pour moi, là, honnêtement, à mon âge, 57 ans, je ne ferai pas des courses dans les 10 prochaines années. Fait que cette année, je pense que c'est une bonne année pour moi. En allant chercher Alex pour faire des points en circuit routier, je sais qu'il va gagner, il peut faire des podiums, faire énormément de points pour nous autres. Ça va simplement nous aider. Si on peut mettre les bris mécaniques de côté, pour nous autres, le championnat, on le voit. Là. Oui, il y a des bonnes écuries, il y a des bonnes équipes, des bons pilotes, mais je pense que nous autres aussi, on est réellement bien positionnés cette année. Et on est bien, il faut dire aussi, on est bien supporté par Mecar Racing, d'où proviennent nos châssis. Fait que toute l'assistance mise ensemble, je pense que réellement, on peut faire une belle saison. Toute l'expérience que vous avez eue, toutes les deux, au cours des dernières années, là, c'est cette année, il faut que ça paye. C'est un peu ce que je comprends dans votre cas. Premièrement, la série NASCAR, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, ils ont toujours préconisé des championnats aux propriétaires qui sont donnés au numéro de la voiture. Quand je courais pour Penske, les années 2014 jusqu'en 2017, on était 4-5 pilotes qui se partageaient la voiture 22 pour le championnat. Puis que tu fasses 2 courses ou 3 courses sur les 25 que la série avait, les courses que tu faisais, c'était vraiment important parce que ta contribution allait être déterminante à la fin de la saison pour le championnat. Donc, pour nous, c'est un peu la même approche. T'sais. Fait que quand la voiture roule sur les ovales, c'est go, go, go pour essayer d'accumuler le plus de points possible. Puis quand la voiture roule sur les circuits routiers, c'est un peu la même chose. Donc, comme je te dis, pour moi, c'est excitant de faire partie d'une équipe québécoise parce que j'ai toujours aimé courir au Québec, mais pour une raison quelconque, j'ai jamais conduit pour une équipe québécoise. Puis là, ça arrive. Donc, si on peut en plus bien faire puis peut-être remporter le championnat, ça serait fantastique. Bon, les ovales, les circuits routiers, tu as fait du circuit routier, tu as fait de l'ovale quand même pas pire dans ta vie non plus. Est-ce qu'il va y avoir des échanges entre vous deux? Est-ce que là, maintenant que vous êtes dans la même équipe, est-ce qu'on demande conseil, on donne des conseils, on prend des conseils? Est-ce que ça va faire, quand ça va être une fin de semaine ou quand vous allez rouler ensemble, on se donne des trucs, on collabore ensemble? Bien, c'est du côté circuit routier, je pense pas de donner de conseils à Alex Tagliani. Mais honnêtement, on va être là pour le supporter, travailler fort, on va aller tester, on va faire ce qu'on a à faire, on va faire nos devoirs avant de se présenter à la piste. Fait que quand on va sortir de la voiture, Alex va être en monture pour voir des réellement bons résultats. Si on n'a pas de bruit mécanique, je vous dis d'une chose, cette année, ça va être une écurie de tonnerre qu'on va avoir parce qu'on veut se préparer et on veut arriver réellement prêt. Fait que oui, les deux côtés d'Alex, Alex a gagné des courses en ovale aussi. Là, il est aussi bon que moi, il est capable de me battre demain matin. Là, on a compétitionné un contre l'autre. Fait que c'est pas gênant non plus de recevoir des conseils d'Alex Tagliani. Là, honnêtement, c'est un racer, il a fait ça toute sa vie. Moi, je me rappelle pour les gens qui sont là depuis longtemps, à Rivière-Saint-Charles, Alex Tagliani avec son Hyundai, moi je courais après avec un Vaux en arrière qu'un gars m'avait passé. J'étais pas capable d'aller le suivre. Fait qu'il m'a encore battu cette journée-là. C'était un circuit routier. En plus. En plus. Alors, je vous souhaite une belle saison, puis on va vous suivre à vous deux. Merci Daniel. Voici de retour 670-9078 poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir fait en grand nombre, surtout. La demande des billets pour le Salon de l'Auto, on a fracassé des records de tous les temps. Merci de l'avoir fait. Malheureusement, on n'avait pas assez pour tout le monde. J'aurais aimé en donner encore plus, mais coudonc, ça ira l'année prochaine. Je vais en demander plus en espérant que les gens du Salon de l'Auto soient encore une fois généreux, mais les questions affluent de toutes parts. Alors merci, c'est fort gentil. Messieurs, on a des questions. On va commencer tout de suite. Chevrolet Cruze Eco à vendre dans ma famille. Donc, c'est un véhicule proche. J'aime toujours ça, moi, quand le véhicule a de l'historique puis qu'on connaît déjà le véhicule. Mais là, c'est pas... J'ai pas l'année, mais c'est pas neuf, ça. 75 000 km, au moins le kilométrage est bon. La Cruze Eco, c'est qu'on avait fait une version économique spéciale de la Cruze qui s'avérait quand même correcte.
Mais rendu dans ces eaux-là, ça prend une inspection, messieurs. Oh, de toute façon, je disais, bon, la Cruise Eco, c'était simplement justement la version d'entrée de gamme. La motorisation était la même et tout. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais tu l'as dit, inspection obligatoire. Bien qu'à 75 000 km, c'est une voiture qui n'a pas d'usure. La Cruise a quand même eu un bon historique aussi au niveau de... pas eu de problème majeur au fil des ans. Oui, puis vous connaissez l'ancien propriétaire. C'est... Quand on les connaît. Quand on connaît l'historique, c'est déjà ça. Ça aide beaucoup. Puis, c'est ça, puis on sait quel entretien qu'il y a eu au cours des années. Moi, je ne vois pas de problème particulier. De toute façon, on revient sur le propriétaire. Ça ne coûtera pas cher. Là. Non. Cruise Eco, c'est quelques $1000. Oh non, faut pas... On parle de 3 000, 4 000, 5 000 si le véhicule est propre, il y a des bons pneus, il y a des bons freins maximum. Donc, c'est vraiment... pas très dispendieux. En parlant de pas très dispendieux, et on reste chez GM, l'ancêtre de la Cruise, Stéphane, il dit qu'il y a une G5 Poursuite 2006, 45 000 km seulement. Wow. 7 500, propre 8 pneus, 7 500, c'est là que le bas blesse un petit peu. Il faut qu'elle soit dans un état exceptionnel. Ça me paraît cher. Pour ce qui est du véhicule, oui, c'était les Cobalt et ces véhicules-là, quand même, une mécanique correcte. Alors... Mais 7 500? 7 500, c'est là que c'est cher. C'est cher. Il faut descendre ça autour de 5. Bien, j'étais pour te dire 5 000, moi, justement. Ouais. Mais on peut s'étirer, mettons que tu t'étires jusqu'à 6 000, parce que les voitures sont rares, les prix des voitures usagées ont augmenté, une voiture connue une autre fois. Bon, le kilométrage est raisonnable, etc. C'est pas de gros argent d'investi. Mais, encore une fois, l'inspection, c'est... Surtout pour la rouille, là. Bien oui, 2006, parce que ça, là, on est rendu à 2006, ça commence à être une vieille voiture, là. Bon. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des voitures qui se font enlever de sa route, justement parce qu'en dessous, ils sont vraiment rouillés et ils sont dangereux. Ouais. Louise nous demande, est-ce que le Kia EV6 aura de la concurrence bientôt? Donc, on recherche un 7 passagers, un véhicule qui a de l'espace. On aimerait comparer les véhicules avec une autre marque. Donc, on ne veut pas avoir juste un choix dans le segment des 7 passagers. Je pense que Hyundai... Ça va être le même véhicule, mais il va arriver avec un modèle différent, si je me trompe pas. C'est l'équivalent, là. Hyundai Palisade de Kia Telluride. On va avoir la même chose de Kia EV9 et, bien sûr, le Hyundai, qui nous a été présenté comme le Ioniq 7, mais qui, semble-t-il, va s'appeler Ioniq 8, finalement. Parce qu'il pourrait y avoir un petit véhicule entre... Non, il pourrait y avoir un autre véhicule qui arriverait entre les deux. Rumeur, là, on n'est pas rendu à rien de confirmé. Mais effectivement, pour le moment, il n'y a rien d'autre d'annoncé au niveau de l'électrification complète, à moins d'aller dans les véhicules de luxe. Et là, on parle de véhicules très dispendieux, là, les Volvo AX90, puis ces trucs-là, qui vont être disponibles avec 7 passagers, mais qui vont être disponibles à 100 000 et plus. Donc, pour le moment, dans les marques les plus populaires, on n'a rien de plus, à part des hybrides branchables qui existent. Pensons au CX90 chez Mazda, notamment. Ouais. Mais purement électrique, il n'y a rien d'annoncé pour l'instant. C'est long avant d'avoir de la variété. Moi, je suis étonné que Ford a sorti un véhicule, mais c'est comme pour fermer la trappe du monde. On en a un, c'est beau, merci. Oui, on a le F-150, mais le F-150, on oublie que c'est un F-150 régulier, qu'on a placé des batteries à travers le châssis, là, que c'est pas une nouvelle plateforme, puis que c'est pas de la nouvelle technologie. Ça va arriver dans 2-3 ans, peut-être, la nouvelle génération d'F-150. Donc, on a un véhicule de nouvelle génération et on n'a pas d'autres véhicules dans aucun autre segment. GM, c'est la même affaire. On sort du sport utilitaire, mais on en sort différentes marques, mais ça reste le même format de véhicule où on ne varie pas les besoins. On a la Bolt, mais on ne sait même pas de quoi elle va avoir l'air. Puis attends, là, la Bolt, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver non plus. Là, parce que je te rappelle que GM nous avait dit qu'elle arriverait avec une camionnette 100% électrique et tout d'un coup, elle est devenue hybride branchable. Fait que il n'y a rien qui garantit que la Bolt va arriver tant que ça. Là. Non, puis le Lyric, le Blazer, l'Equinox, c'est des marques différentes, mais pour à peu près le même véhicule. Ouais. Alors, ça prend du temps. Un V6, là, tu te trompes pas. Là. Un V9, un V6. Daniel a dit un V6, mais c'est le EV9. Le 7 passagers. Ouais. Mais c'est ça. Mais ça, c'est un bon véhicule à acheter. Confortable, agréable, spacieux. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller regarder ailleurs. Là. On dit, ça existe. Mais est-ce que c'est disponible aussi? Ce qui est important, c'est que moi, j'ai des gens qui m'écrivent et me disent « Ouais, mais 6 mois de livraison,
Il me semble qu'il y en a chez les concessionnaires, mais si tu as un véhicule un petit peu particulier que tu veux avoir, bien, ouais, là, signe un dépôt, puis attends. Tu vas l'avoir. Un V9, là, la cadence s'accélère, puis Ouais. je pense qu'on va être capable d'en avoir en bon volume. Maryse, elle regarde un QX55 d'Infiniti. Ma priorité, oui, pas propriété, mais ma priorité est la fiabilité et le long terme sans rouille. Chez Infiniti, on a de la fiabilité, puis nos véhicules ne rouillent pas. Ça fait que déjà là, ça va bien. Et le QX55, c'est la version coupée du QX50. Moi, je le trouve super beau. Oui, qui vieillit bien. Un véhicule qui oui. vieillit bien, qui est très beau. Comme tu disais, Daniel, là, tu vas avoir un bon véhicule qui est dans cette dimension-là. Bon, pourquoi pas aller chez Infiniti? Il y a de la compétition. C'est pas le plus fiable, cependant, dans cette catégorie. Il est correct, là. Il n'y a pas de problème majeur, mais c'est pas le plus fiable. Tu sais, Infiniti, il y a un petit peu de misère de ce temps-là. Là. Il serait peut-être temps qu'ils rajeunissent un peu leur véhicule. C'est pas un mauvais véhicule, loin de là. Bien, leur moteur à compression variable, Ouais, qu'on le criait, V6 puis turbo. plusieurs criaient que ça allait être une catastrophe. On n'entend pas parler. Non. Le seul défaut de ce véhicule-là, c'est qu'il consomme un peu plus. Ouais. Mais il y a de la puissance, il y a de la performance. Mais ils l'utilisent Ouais. pas ailleurs. Je comprends pas. Bien, Infiniti, ça dort dans le chloroforme, là, on s'entend. Ça, c'est clair qu'ils sont bien endormis, puis ça ronfle. Réveillez-les pas. Puis bon, ils sont pas réveillés, puis ils sont pas proactifs. Ils n'envoient pas d'informations sur leurs affaires. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient vraiment avec la compagnie. Mais ce véhicule-là, QX50, QX55, pour moi, c'est un des plus recommandables dans la gamme. On a fait un bon travail, mais on s'en est pas occupé. On s'en est pas occupé. C'est peut-être là que le bas blesse. Puis bon, si on parle au niveau de la consommation, c'est un peu là que ça fait l'intérieur, 2 écrans, c'est pas aussi moderne que les autres. Donc, on va devoir arriver au goût du jour. Mais si on regarde le véhicule de l'extérieur avec sa version coupée, moi, je le trouve beau. Ah, il est pas laid, effectivement. Il est très joli. Puis j'aime ça. Bien, j'ai adoré. J'ai vu au Salon de l'Auto aussi le nouveau, puis on devrait l'avoir dans pas longtemps, le nouveau Mercedes classe C coupé. Oh oui. Oui. C'est beau. C'est 300 coupé. Wow! Vraiment, là, j'étais en train d'aimer les sports utilitaires coupés. Puis quand BM est arrivé avec son X6, je n'étais pas certain. Moi non mais là, on plus. dirait qu'ils sont en train Mais de me gagner. le X6 était un des plus extrêmes. Là. Oui, c'est ça. Je vous dirais que le X6, là, c'était un peu trop, même à mon goût. Là. Oui, je comprends. Simon, il regarde pour un Honda Insight. Hey, on a des véhicules spéciaux aujourd'hui, ça, j'aime ça. Insight 2019, 100 000 km. On demande 21 000 pour ce véhicule-là. C'est peut-être là. Mais il était cher, l'Insight. Attention, l'Insight, le 2019, entre autres, a un rappel dessus important. Les systèmes de freinage automatique se déclenchent tout seuls. Donc, ça freine à propos de rien. C'est un rappel qui vient d'être lancé par la NHTSA pour les passeports et les Insight des années 2019 à 2022. Donc, soyez extrêmement prudents avec ce véhicule-là. C'est pas un vilain véhicule, loin de là. Mais non, c'est fiable. Mais assurez-vous, parce que c'est pas le premier rappel qui touche le Insight. Là. Non, absolument Donc, pas. soyez très, très prudents avec ce véhicule. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de ne pas avoir donné le nom Civic à ce véhicule-là. Ouais. Parce que, littéralement, c'était une Civic. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est à peu près ça. Merci, messieurs. C'est déjà tout. Ça fait plaisir. On mon a cher. encore plein de questions, mais plus de temps. À la prochaine. Alors, bienvenue, Marc Bouchard. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois à l'émission aujourd'hui. Plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.